Qu'est-ce qui t'a fait définitivement quitter Paris? Le déclic? Oh, ouais, une envie de liberté. Besoin de nature, surtout de verdure, besoin d'air. À Paris, je me suis fait virer comme un chien de mon poste de manager au McDo, donc plus rien ne me retenait là-bas, dans cette ville de merde. Virer. Pourquoi quoi? Pourquoi tu t'es fait virer? Pour consultation de sites porno sur borne de commande tactile. Je me suis cassé juste après. Et je me l'étais toujours dit de toute façon, si à 30 ans j'ai pas réussi ma vie, soit je me suicide, soit je vais vivre en province. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 40. Cette semaine émission Là-haut sur la montagne, viser la lune et belle hauteur sous plafond. Si vous rêvez de beauté et de jours sans fin, de torrents glissant au cœur des forêts, venez avec nous, venez. On n'y voit pas de méchants, nos seuls amis sont Dieu, les fleurs et le vent. Venez, venez avec nous sur la montagne, là-haut, il fait si beau. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Marie Laforêt. Nous allons ce soir... Où elle parle de forêt. Où elle parle de forêt, donc, et de montagne. Donc, nous allons partir là-haut sur la montagne à l'occasion de la sortie en Blu-ray chez Carlotta d'un film de Vittorio de Seta, Bandit à Orgo Solo. Ensuite, nous parlerons d'une sortie DVD Blu-ray chez Spectrum Film de Echoes of the Rainbow de Alex Lowe. Et enfin, nous parlerons de Waouh, le nouveau film de Bruno Podalides sorti en salle la semaine dernière. Et donc pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il est en train de regarder les résultats du Tour de Suisse. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Avant de passer à la section critique de cette émission, donc quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, quelques agendas et quelques news. Alors donc Thibaut, nous avons suivi ça au Tour de Suisse aujourd'hui. Romain Bardet est arrivé 10e. Alors, 10e de l'étape, 10e du général. Comment expliquer cette contre-performance? C'était la première étape de montagne. Beau Tour de Suisse en perspective dans les jours qui viennent. Très bien, dimanche. Merci. Nous reviendrons vers vous la semaine prochaine. Allez Romain, on est avec toi. Alors, aussi, non, j'ai rien à dire de plus, moi. Sinon, rest in peace. Trent Williams est mort hier, tué dans un accident de la route alors qu'il était en moto, percuté par un automobiliste, un chauffard, on peut le dire. Donc décédé à l'âge de 71 ans. L'acteur, donc notamment évidemment le prince de la ville de... Il était une fois en Amérique. De Sidney Lumet. Il était une fois en Amérique. Un cri dans l'océan. Un cri dans l'océan de Stephen Sommers. Dernières heures d'Elver. Exactement. De Gary Fleder. Oui, je crois que c'est Gary Fleder. Voilà. Donc Trent Williams qui nous a quittés. Rest in peace. Au rayon des vieux qui ne sont pas morts, mais visiblement ça va pas terrible, Jean-Pierre Léaud, son ami Serge Toubiana a lancé une cagnotte litchi pour lui venir en aide parce qu'apparemment il aurait des soucis médicaux et vivrait à moitié dans l'indigence, je cite. Mais bon, s'il avait bien pris en compte ses congés spectacles et rempli ses feuilles de retraite, peut-être qu'il n'en serait pas là. Hein, voilà, c'est sûr que c'est pas tourné avec. Oui, mais tout ça, c'est des trucs de bourgeois. C'est pas tourné avec Albert Serra qui remplit la marmite. Hein. Ouais, mais donc voilà, petite cagnotte pour Jean-Pierre qui en quelques jours a déjà réuni 1 700 € sur les 15 000 € demandés. C'est quand même pas dégueulasse. Voilà, sinon, agenda. C'est triste quand même, comme nous, c'est super triste comme truc. On n'est pas ici pour rigoler, c'est pas un programme très très joyeux ce soir, Erwan. Ici, c'est pas la déconne. C'est tristounet. Ici, c'est sérieux. La vie, c'est de la merde, je vous rappelle. Jean-Pierre Léaud, c'est la Loana de la nouvelle vague. Quoi. C'est dans l'indigence et tout. C'est tristounet, je trouve, comme histoire. Mais si tu veux, tu peux donner sur la cagnotte litchi de Jean-Pierre Léaud, créée par Serge Toubiana. Ok. Voilà, donc sinon, agenda. Je vous rappelle que dans le cadre des films du dimanche soir, le 25 juin prochain, nous passons Good Morning Doggy Dog,
Un après-midi dingue, donc de... Good Morning Doggy Dog. on dirait une comédie avec un chien. Genre Beethoven. Good Morning Dog Day Afternoon. Dog Day Afternoon, un après-midi de chien. Donc... Et dimanche prochain d'ailleurs, autre film de Sidney Lumet, ce sera Daniel, donc de Sidney Lumet qui passera dans le cas des 100 ans de la Warner Bros aussi, qui ressort tout ça. C'est un film sur Daniel Balavoine. Exactement, c'est bien sûr, évidemment, un biopic. Très librement adapté de voilà, la vie de Daniel. Mort tragiquement, comme on le sait, tué par les services spéciaux. Peut-être par le même chauffard que Treat Williams. Peut-être, exactement. Et Coluche. Et Philippe II, Dieu le veut. Et Morgan Freeman. Morgan Freeman n'est pas mort. Morgan Freeman a failli mourir dans un accident de voiture. Ah, il a failli mourir. Il y a quelques années. Mais Morgan Freeman est immourable, sinon qui raconterait les histoires au cinéma? Peut-être qu'il y a un serial killer qui conduit des bagnoles et qui essaie juste de choper des stars. Wakamatsu était mort comme ça. Il avait été buté par un chauffard. Il y a un film à faire sur un mec qui essaierait de tuer des mecs en bagnole, mais uniquement des stars de cinéma ou des réalisateurs de films. Des mecs random du cinéma qu'il essaye de buter. Il y a un truc. Pour choper leur place, une espèce de couperet. Voilà, un truc avec un complot derrière, évidemment, avec des reptiliens, tout ça, quoi, des extraterrestres, tout. Quoi. Normal. Voilà, normal. Quoi. La vraie vie, quoi. Sinon, demain, donc mercredi 14, vous aurez la chance de voir dans sa version Integral Uncut Director's Cut la conconférence de notre camarade Jules Topoc, la conconférence Romero, donc analyse concomparée de la filmographie de Eric Romer et de George Romero, donc voilà, qui pendant 40 ans se sont influencés beaucoup plus qu'on aurait pu le penser. Donc ce sera à partir de 19h30 à l'Hôtel Pasteur, qui sera précédé avant à 18h30 d'un blind test Romero, c'est demain. Donc qui sera précédé d'un blind test Romer ou Romero, animé par nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, bien évidemment, donc à l'Hôtel Pasteur à Rennes. Sinon, en ce moment, depuis la semaine dernière au TNB, il y a des films qui étaient à la quinzaine des cinéastes à Cannes, donc plusieurs films qui sont repris avant leur sortie cinéma officielle, si tant est que les films sortent en salle réellement un jour. Et notamment ce dimanche, donc le 18, il y a In Our Day, le dernier film de Hong Sang-soo, qui sera présenté par notre camarade Simon Danilou, bien évidemment. Voilà, qui d'autre? Et toujours au TNB, ce sera mardi prochain à 19h, pas de bol, ça sera en pleine émission, la nouvelle séance ciné et jeux vidéo donc du TNB, animée par notre camarade Jean-Baptiste Massuet, où à 19h, donc il vous présentera le jeu Observation. Et ensuite observation en français. Oui, observation en français. Scrutage. Ouais, scrutage. Et en québécois, ça c'est en québécois. Et à 21h, ce sera le film de Stanley Kubrick, 2001, Space Odyssey, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc voilà, JB vous présentera tout ça. Et la présentation du jeu et le film pour la modique somme de 5 €. C'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, sinon sortie... Mais ça fait vachement moins envie que Good Morning Doggy Dog. Good Morning Doggy Dog, bah oui. Ah oui, je sais, écoute. Super dur à dire vachement vite avec de l'alcool dans le sang. Good Morning Doggy Dog. Donc, sortie nationale demain, un film aussi qui sent la chartreuse avariée, donc The Flash, avec Ezra Miller, le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman, les multiverses de DC avant que tout ça ne se pète la gueule. Batman, c'est comme le poste de Premier ministre en France, il n'y a plus personne qui veut le faire, ils sont obligés de rappeler des vieux. C'est ça, exactement. Donc voilà, on s'en fout un peu. Sinon, il y a une comédie avec Camille Chamou et Damien Bonnard, Le processus de paix. Film sur le couple, tout ça, j'imagine. Mais non. Si ça avait été une vraie comédie française, pour aller avec l'odeur du vent. Voilà, si ça avait été un film avec Jean-Marie Bigard. Voilà, c'est un film avec Bigard et puis Bourdon, ça aurait pu être Le processus de paix, mais non. Il y a le nouveau film de Claire Denis, Stars at Noon, avec Margaret Qualley, qui sort demain, plus d'un an après sa présentation au Festival de Cannes, donc 2022. Il a dû en chier un peu pour trouver des distributeurs. Oui, visiblement, ça n'a pas été facile. Simple, donc voilà. Et il y a le nouveau film de Koji Fukada, Love Life. Pas trop fait chier sur le titre, mais pourquoi pas. Il y a Carmen de Benjamin Millepied. Qui est Benjamin Millepied, allez-vous me dire? Eh bien, c'est l'actuel mari. C'est pas un danseur de Nathalie Portman, exactement, qui est danseur, qu'il a rencontré sur le tournage de Black Swan. Mais là, apparemment, il y a de l'eau dans le gaz parce que Benjamin Millepied a trompé Nathalie Portman avec une jeune écologiste française de 24 ans. Autant dire que Qui c'est la jeune écologiste? Je sais plus. C'est quoi? C'est un documentaire? Non, c'est un film de fiction sur des gens qui dansent.
Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec ce qui lui arrive dans la vraie vie, en fait. Non, pas C'est du pas tout. il est en train de raconter sa vie. Non, pas du tout. Non, c'est un film sur les gens qui dansent avec Paul Mescal. Voilà. Mais donc en parallèle, Benjamin Millepied a trompé donc Nathalie Portman. Quelle nouvelle terrible dans le monde du cinéma. Encore une mauvaise nouvelle, Erwan, je suis désolé. Je sais que c'est terrible et c'est dramatique. Mais heureusement, pour se remettre de tout ça, vous pourrez aller voir Sexygénaire avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Sexygénaire. Voilà, la vieille exploitation ne connaît pas de limite. C'est pas plutôt Sexygéronte Non, Sexygénaire. Et oui, comme quoi, on peut avoir 60 ans et encore plaire aux femmes, même quand on s'appelle Patrick Timsit. Et oui, ça donne un espoir pour nous, tous les gens lambda comme Patrick. Voilà. Et sinon, comme je sais que vous êtes des mélomanes et des grands amateurs de shows pyrotechniques, je crois que c'est ce jeudi au Pâté à Rennes, vous pourrez aller voir ou revoir le concert de Johnny au Parc des Princes en 1993. Donc voilà, si vous voulez voir tous ces classiques pré-allumer le feu, Gabriel, Mourir d'amour enchaîné, et autres, l'envie d'avoir envie, Noir c'est noir, il n'y a plus l'espoir, comme disait le général de Gaulle en parlant de l'Afrique. Et voilà, tout ça. D'accord. Eh bien, on retient. C'est noté. Noté. Johnny Parc des Princes 93. Et voilà, ce beau programme. Une belle semaine avec de tout, du Hong Sang-soo et du Johnny Hallyday. Exactement. Peut-être qu'un jour, Hong Sang-soo mettra du Johnny dans ses films. Johnny To l'a fait, donc... Et du coup, tous les fans de Johnny seront obligés d'aller voir un film de Hong Sang-soo. Bah, ça serait pas mal. Ça sera un sacré tous les fans de Johnny To ont bien vu Vengeance de Johnny To. Qui après est un bon film. Qui par ailleurs est pas du tout un mauvais film. Exactement. Donc, voilà, on va passer à la section critique de cette émission et on va écouter du rock de Sardaigne. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était The Insensible Eggs avec Insensible Eggs, un des rares groupes qui nous vient donc de Sardaigne, groupe du début des années 90 si je ne m'abuse. On peut d'ailleurs noter la montée en Serie A de Cagliari, le club de Sardaigne. Eh ben donc ça promet, il y a que de bouleversements dans le football. Après Concarneau qui monte ne détournez pas, restons focus s'il vous plaît messieurs. Restons focus. Donc la Sardaigne, pourquoi la Sardaigne car donc il s'agit bien évidemment du lieu de l'action. Du film qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Carlotta de Bandi a Orgo Solo de Vittorio De Sica et non pas Vittorio De Sica avec qui il entretient néanmoins bien évidemment quelques rapports. Même génération et même on va dire vision de la mise en scène ou du cinéma mais dans des pratiques quand même très différentes. Vittorio De Sica, on le connaît principalement pour sa série de courts-métrages qui s'appelle Le Monde Perdu. Il y a 9 ou 10 courts-métrages, je crois, où en fait, en tant que documentariste, il avait filmé dans toutes les années 50 tout le sud de l'Italie, que ce soit les Pouilles, la Sicile et la Sardaigne, bien évidemment, donc des films documentaires. Sachant que la Sardaigne, c'est pas au sud, oui. C'est un peu à part quand même. C'est quand même au sud de Milan. Parce que voilà, précisons bien, parce que comme on n'est pas fort en géo, pour une fois qu'on sait où c'est. C'est au sud de la Corse. Voilà, c'est juste au sud de la Corse. Voilà.
Vittorio plus de Seta qui est sicilien. Exactement, qui est sicilien. Et donc c'est Mais principalement... c'est pas très riche non plus, effectivement. Non, c'est pas très riche. Au contraire, comme beaucoup du sud de l'Italie, c'est une région pauvre, on va dire, à l'inverse du nord, qui est historiquement connu comme étant la région riche, bourrée de fils de pute, d'après les gens du sud, hein, bien sûr. Moi, je n'oserais pas dire ça de nos camarades italiens. Et donc ça, avec ces séries de courts-métrages, donc Le Monde Perdu, plusieurs films documentaires en couleur ou en noir et blanc, mais comme principalement en couleur, où dans ces films-là, il s'était attaché à essayer de dépeindre un monde de paysans et un monde de pêcheurs qui allait disparaître dans l'Italie de leur reconstruction et donc de l'après-guerre, justement pour essayer de capter une vérité documentaire de ces gens-là et de ces différents microcosmes, mais aussi donc de leur rapport avec leur environnement qui était en train de changer sous l'impulsion d'une Italie moderne, on va dire. Il y a 10 documentaires. 10 documentaires. Avant la réalisation de ce premier long métrage. Donc voilà, merci. La plupart, vous pouvez les voir sur YouTube. Ouais, exactement. Oui, Et c'est facile à trouver, hein. ils sont ressortis en coffret chez Carlotta l'année dernière et ils sont là en bonus donc du Blu-ray de Bandi à Orgo Solo, qui est aussi accompagné de quelques entretiens avec le metteur en scène et avec des spécialistes donc, de l'œuvre de Vittorio de Seta, metteur en scène qu'on connaît assez mal en France, à l'inverse. Qui n'a pas une grosse filmo. Hein. Non, qui n'a pas une grosse filmographie, qui a fait moins d'une dizaine de longs métrages. Il est principalement connu justement pour sa série de courts métrages. Il a été en plus relativement peu productif à l'inverse de pas mal de ses petits camarades. Et donc on le disait tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui est contemporain du mouvement du néoréalisme en Italie, donc que ce soit Vittorio de Sica ou ce gros naze de Roberto Rossellini. J'aime pas trop Roberto Rossellini, mais il va faire des choses quand même relativement différentes de ses petits camarades, parce que donc le néoréalisme de l'après-guerre italien étant principalement, on va dire, urbain, dans lequel on intègre des principes. Avec des exceptions. Riamer, par exemple. Principalement, en tout cas, ces films et ces figures les plus connues feront un cinéma principalement urbain, alors que Vittorio de Seta, lui, ce qu'il essaye de se faire dans ce film-là, notamment donc de 1961, c'est, alors que le néoréalisme est déjà quasiment sur la pente descendante, c'est d'importer des principes issus du néoréalisme italien et donc aussi de la nouvelle vague française qui est venue un petit peu avant, mais qui a repris beaucoup de principes de mise en scène du néoréalisme italien, plutôt que d'aller dans une urbanité, dirons-nous, là au contraire, il va essayer de filmer le versant plutôt sauvage, justement, donc de l'Italie, en essayant de plonger dans le monde de la paysannerie et notamment des travailleurs des montagnes, on va dire, donc des paysans qui vont s'occuper de troupeaux, en incorporant là-dedans un principe et une narration fictionnelle pour essayer de faire ressortir par la mise en scène tous les drames humains et environnementaux, on va dire, qui vont avec, donc sur un canevas d'histoire, on va dire, de genre relativement simple, où un paysan se fait accuser à tort du meurtre d'un gendarme, d'un carabinieri, va donc se réfugier dans les montagnes de Sardaigne en essayant donc évidemment d'éviter les Schmitt. Et donc de ce principe, de cet embryon d'histoire relativement simple, enfin en tout cas habituel, on va dire, linéaire, effectivement, merci. Et donc, il déroule une mise en scène qui, comme je le disais, reprend des principes du cinéma du néoréalisme, mais je trouve en fait totalement, enfin pas totalement, mais va dans une direction différente, ne serait-ce que par la manière dont il va filmer l'imbrication de ces personnages, notamment par des gros plans, avec les paysages qu'ils vont investir. Thibaut. Oui, le film est extrêmement intéressant parce que, alors, j'invite bien entendu les auditrices et les auditeurs à regarder les courts-métrages de Vittorio de Seta. Le plus long fait 16 minutes, donc tout ça se regarde très facilement. Pour voir un petit peu la corrélation qu'il existe entre sa forme documentaire. Donc, le premier film, si je ne m'abuse, est de 53, ce premier long-métrage est de 61. Et de voir un petit peu comment il va articuler ces problématiques documentaires au long métrage de fiction. Et c'est ici en fait que le film va devenir néoréaliste, dans le sens où voilà, on va bien, Vittorio de Seta va plonger vraiment dans qu'est-ce qu'être un éleveur de moutons dans une terre qui est complètement
qui est complètement oublié. Et on va s'intéresser vraiment à la question de ces paysans sans le sou, où on le voit littéralement, où il y a des questions de vol, voire même de rivalité de territoire, où c'est vraiment pas évident de travailler la terre et de travailler le bétail dans les montagnes sardes. Donc je trouve qu'il y a vraiment une belle imbrication entre cette première partie de filmographie ultra documentaire. Voilà, je vous invite, il y a son maxi chef-d'œuvre à moi, comme j'ai trouvé, je reprends mes notes, mais je vous invite à regarder Isolé di Fuoco, voilà, qui est un film qui mélange les éléments, le volcan, parce que c'est tourné sur l'île de Stromboli, la mer avec une espèce incroyable, avec une espèce de conditions humaines. Voilà. On fait un mélange un petit peu de tout ça. Donc, et je trouve qu'ici, la question des éléments, comme le dit Thomas, la question des éléments est hyper prégnante. Donc du coup, au lieu que ce soit la mer, parce qu'il a beaucoup travaillé la mer, ou le volcan, il a également beaucoup travaillé la figure du volcan. Ici, ça va être la pierre sarde. Et je trouve que c'est intéressant de remettre en parallèle ces visages d'éleveurs et cette pierre dans la montagne sarde qui sont durs, qui sont raides comme la justice, limite. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, je trouve que le film est totalement anachronique parce que, comme le disait le doc, à cette époque-là, en 61, le néoréalisme italien, il est quasiment réenterré depuis presque 10 ans. Hein. Comencini est passé par là, De Sica est passé à autre chose. Il a fait Miracle à Milan là où. Et il est passé surtout à faire des comédies avec Peter Sellers, voilà, le renard. C'est à 3 heures. La même année, il me semble que Da Sica il sort Il Boom avec Sordi. Avec Alberto Sordi, je crois. Donc voilà, le cinéma italien est vraiment passé à autre chose. Et pourtant, ce film-là s'inscrit totalement dans cette tradition-là. Donc. Oui, parce qu'à l'époque, on est déjà dans le début de l'âge d'or de la comédie à l'italienne. Ah oui. Donc, Ettore Scola va bientôt. Le film de Monicelli. Va bientôt arriver. Le pigeon doit être. C'est 63, je crois. On est par là aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir que ce film-là est en même temps un pas de côté par rapport à une histoire du cinéma italien et en même temps complètement investi dans cette histoire du cinéma italien. Donc le film, d'un point de vue historique et théorique, est assez fascinant. Et après, pour reprendre un petit peu les termes du néoréalisme, c'est vrai que certes, il y a une condition ouvrière mise à mal. Certes, il y a les acteurs qui sont non professionnels. Il y a également cette défiance vis-à-vis de la figure de l'autorité, figure de l'État. Et d'ailleurs, le commentaire du début le dit, hein, les éleveurs sardes, ils ne réfléchissent que par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre de l'État et surtout, ils n'en ont rien à foutre des flics. Et en même temps, ils se déplacent un petit peu parce qu'il y a une vraie trame, il y a une trame narrative qui est hyper puissante. C'est une chasse à l'homme, hein, clairement, le film. Il y a une utilisation de la musique qui est assez bouleversante. Et justement, il se permet le gros plan. Et c'est ça qui rapproche avec le film, qui raccorde avec le documentaire. Il fait ce gros plan avec cette pierre de la montagne sarde qui fait que le film est absolument passionnant et la restauration est absolument magnifique. Oui, également. Très très belle copie de Carlotta, docteur. Ouais, alors moi, j'ai ressenti le film un peu, je pense, un peu différemment. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a surpris en fait et intéressé aussi dans le film, c'est justement la manière dont il abandonne quand même finalement assez vite ce parti pris de documentaire. Alors documentaire, on va dire pas dans la forme, puisqu'effectivement tout est tourné en décor. Mais il y a de voulait montrer une véracité d'un mode de vie. Sauf que en fait assez rapidement, ça devient quand même assez stylisé, à la fois en termes de cadrage et en termes de mise en scène, notamment de montage. Et de lumière aussi. Dans notamment les scènes nocturnes et tout ça, voilà. Et en fait, moi, pour moi, le néoréalisme, je pense que presque les 5 premières minutes du film ont presque une valeur presque testamentaire, c'est-à-dire que il y a effectivement une espèce de voix off un peu sentencieuse qui vient nous dire ces gens-là ils vivent, voilà, il y a presque un côté ethnologique, quoi, presque primitiviste en fait dans la manière dont les bergers sont dénommés et je trouve qu'il y a presque quelque chose de, moi j'ai vraiment ressenti ça presque comme quelque chose de parodique ou d'un pastiche en fait, c'est-à-dire que en fait assez rapidement, en tout cas moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas ça qui intéressait, c'est pas tellement le néoréalisme italien qui intéresse, sinon de reprendre justement un dispositif de néoréalisme, c'est-à-dire décor naturel, acteurs non professionnels,
description de classe sociale populaire, mais c'est plutôt, moi je trouve, d'aller regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour moi, il y a quand même une double influence dans ce film-là qui, moi, me semble expliquer aussi un certain nombre de partis pris formels. C'est d'une part l'influence du western. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça dans le moment là où ils sont dans la vallée, là, toute la scène avec les gendarmes. Là, moi, je me suis dit, mais en fait, tu remplaces le berger et les flics par des cow-boys. C'est exactement la même scène, quoi. Je veux dire, t'as rien à changer, quoi. D'autant que c'est 3 ans avant les premiers westerns de Léon, avant en tout cas que le western à l'italienne prenne un peu son essor. Oui, parce que tu as un rapport vertical entre, il est en haut de la montagne. C'est intéressant parce que ça montre que finalement cette influence westernienne, elle est quand même déjà présente, pas forcément dans du western en tant que tel, mais elle est déjà présente, et notamment cette manière de traiter le paysage. Ce serait intéressant de savoir si Léon, je serais surpris qu'il n'ait pas eu connaissance de ce film-là. Parce que pour moi, il y a certains plans, alors on n'est pas encore dans l'art du gros plan à la Léon, mais par contre, il y a des superpositions entre le paysage et les visages, taillés à la serpe, ou des visages hyper graves, en fait. Ou de l'alternance presque quelque chose d'iconique. Entre des très gros plans sur des visages marqués et un contre-champ sur un paysage gigantesque avec un cadre très ouvert. Il y a un plan d'ailleurs qui est presque un plan signature de ce point de vue-là, sur cette importance du paysage. C'est qu'à un moment, il y a un plan avec un panoramique où les deux personnages sont au sommet d'une crête. Donc il y a le héros et son frère. Et en fait, ils quittent le champ de la caméra, et en fait, la caméra les suit pas. En fait, la caméra les devance. Et alors je sais plus si elle les devance ou si elle les précède, mais ils sont pas dans le cadre, en fait. Et en fait, pendant 2-3 secondes, en fait, ce qu'on filme, c'est uniquement le paysage et rien d'autre. En fait, il n'y a pas de présence humaine à l'intérieur du paysage. Et ça, pour moi, ça montre bien, je trouve, cette espèce d'articulation qui est entre les deux. Et puis, il y a une deuxième influence, pour moi, qui est quand même quelque part assez importante, c'est l'influence du film noir. Parce que pour moi, c'est un film noir. Hein. C'est pas, je veux dire, que ça soit des bergers. Encore une fois, tu remplaces les bergers par un tueur à gages, par Richard Widmark, par Richard Widmark, ou un gangster qui est obligé de fuir parce qu'il a été trahi par sa bande. Ou qui est recherché par les flics, c'est par exemple exactement le même. Le film de Walsh avec Humphrey Bogart, je crois que c'est La Grande Évasion, le titre français, où Bogart justement il termine dans les montagnes alors qu'il est traqué, alors qu'il est chassé, et ça dure 20 putains de minutes dans le film. T'as vraiment ce même rapport très vertical. Le côté minéral, la minéralité du visage versus la minéralité, ou plutôt associée à la minéralité de la caillasse. Et je trouve qu'il y a il y a des petits relents, effectivement, quand tu penses à, je sais pas, au Voyage de la peur, par exemple, de Ida Lupino, qui sort quelques années auparavant. Enfin voilà, il y a quand même, pour moi, c'est un film, moi, je trouve, qui est très très influencé par le cinéma américain, je trouve. Peut-être plus que, c'est-à-dire qu'on dirait presque qu'il utilise le néoréalisme, en fait, pour donner des gages et pour mieux faire finalement son hommage à lui, à un cinéma que visiblement il a l'air de bien connaître. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et pour moi, ça explique pas mal de trucs de mise en scène. Alors pour le western, évidemment, ça explique tout ce rapport au paysage, mais pour le film noir, ça explique notamment ces scènes de villages nocturnes où tous les habitants, où il y a une espèce de solidarité entre habitants, où on dit rien à la police, avec des... Et puis alors, pareil, qui va avec l'aspect tragique des personnages. Et alors moi, il y a des moments, je me suis demandé s'il n'y avait pas des histoires de métaphores par rapport à ce qui se passe dans l'actualité au même moment. Il y a des mecs avec des bérets qui finissent par, il y a une espèce de militaires qui finissent par arriver, qui sont assez violents. Et moi, je me suis dit, on est en pleine guerre d'Algérie. Tu vois, donc je sais pas pourquoi ça m'a. Et pareil, je me suis dit, la Seconde Guerre mondiale, les partisans, les mecs dans les montagnes. Tu vois, il y a une espèce d'imaginaire. Le terme chemise noire du maquis est carrément évoqué. Ouais, une espèce d'imaginaire du maquis, en fait, que j'ai trouvé. Et alors, en me renseignant un peu sur le film, apparemment, De Seta, en fait, apparemment, il a essayé de donner une incarnation de quelque chose, apparemment, alors moi que je connaissais pas trop, mais qui est apparemment une espèce de personnage quasiment folklorique, en fait, de la culture italienne, qui est le bandit sarde. Qui est l'équivalent un peu du bandit corse, en fait. Et en fait, il y a tout un tas de légendes sur les bandits sardes, sur leur caractère taiseux, etc. Voilà. Avec Carmine Croco, ce genre de personnage de brigand. Et qui est aussi ce qui a donné lieu à la romantisation de la mafia par la suite, c'est-à-dire une espèce de vision romanesque du bandit, et qui, je trouve, est intéressante dans la manière dont c'est traité. C'est-à-dire que les personnages sont iconisés par la mise en scène, mais eux-mêmes, c'est des perdants, en fait, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est une défaite. C'est une fatalité. C'est une défaite. C'est une fatalité et de néoréalisme et finalement c'est une origin story, en fait, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on devient un bandit sarde, comment est-ce qu'on est honnête au départ, et comment est-ce qu'on va être contraint à la criminalité par des dettes, par la police, par l'injustice de la justice qui crée les criminels, de la justice de classe, etc., etc. Et en fait, c'est ça que moi aussi, alors c'est là que je trouve qu'il y a un côté peut-être plus politique aussi, c'est que derrière tout ça, il y a une espèce de fatalisme de toute façon, on est pauvre, on va l'avoir dans le cul, donc quitte à l'avoir dans le cul quelque part, autant être accusé
de quelque chose qu'on a fait en fait. Voilà. Et la fin Autant et la être fin du accusé film pour les bonnes et raisons, la fin en du fait. film qui est extrêmement cruelle. Oui. Qui est extrêmement cruel. Il y a plusieurs fins, on va dire, dans le film. Mais ce qu'il a dit du troupeau, Il y une a un deuxième double rencontre climax. avec un berger qu'on a déjà rencontré auparavant, sans trop révéler ce qui se passe. La fin du film est, moi, je trouve extrêmement cruelle et en même temps assez. Là, par contre, assez typique de cet état d'esprit italien de à quoi bon, quoi. Du fatalisme. Et qu'on retrouve dans du fatalisme de la violence. et qu'on retrouve en version dandy chez Fellini, qu'on retrouve dans comment elle s'appelle, Visconti aussi. voilà, chez Visconti, ou même chez des réalisateurs moins connus comme Pietrangelo par exemple, ou même chez Dacica, hein, d'une certaine manière. Il est boom, c'est un film assez qu'on retrouve dans la comédie italienne aussi, qui a toujours un côté assez sombre. Donc moi c'est un film qui m'a étonné, hein. C'est un titre qui me disait vaguement quelque chose, mais un film que j'avais jamais vu. Et la photo, c'est lui qui a fait la photo du film, c'est-à-dire il est à la fois réalisateur et directeur de la photo. Et il y a une espèce de, il y a un mec, tu vois, c'est pas du néoréalisme dans le sens où c'est pas cru, c'est super enfin tout est magnifié, les cadrages, les paysages, les gros plans, les contre-plongées, C'est limite maniéré. Oui. ouais, c'est voilà, c'est extrêmement stylisé. Et je trouve que dans cette stylisation, il y a quelque chose pour moi qui vient à la fois du cinéma italien justement à la Fellini, les choses comme ça, et à la fois à mon avis du cinéma américain. C'est vrai. Et il arrive à faire un équilibre assez, mais comme on trouvait justement dans le cinéma américain des années 50, une espèce d'équilibre entre stylisation et réalisme, je trouve qui moi vachement bien, quoi. C'est vrai qu'en plus il y a eu l'utilisation de. Alors il y a des effets de montage, ça c'est clair net, notamment pendant les scènes de course qui sont super bien filmées. Les scènes de bagarre, il y a quand même l'utilisation de la contre-plongée également pour les personnages. Et c'est vrai que ce rapport au paysage est très surprenant dans ce cinéma italien, on va dire, oui, voilà, néo-réaliste, parce que comme on le disait en intro, voilà, t'as Riamer, t'as peut-être La Terre tremble, qui sont pas non plus dans. Il y a des influences, on va dire, de petites villes, voilà, mais on n'est pas dans la campagne pure et dure. Et c'est peut-être ça aussi la grande nouveauté et ce côté peut-être quasi westernien, c'est qu'on est dans un territoire absolument vierge. Alors voilà, hein, dur, raide, vraiment pas évident, mais en même temps il est vierge. Et c'est vrai que les plans larges, t'as le sentiment qu'il n'y a pas de limite. Les panoramiques, alors qu'on est sur une île. Alors qu'on est sur une île, mais t'as le sentiment que tu passes une plaine, c'est une autre plaine. Voilà, tu vois, donc ça reste quand même assez fascinant. Il y a une espèce de terre des possibles qui est possible. Bien entendu, rien n'est possible. Tout est fatalité dans le cinéma italien de cette époque-là. C'est vrai que je te rejoins après là-dessus sur ce croisement des genres parce que voilà, on filme pas la campagne, la montagne sarde. Déjà la Sardaigne au cinéma. Hein, ça reste pas la plus filmée. Hein. C'est quand même assez rare, donc ça nous permet. C'est le cinéma ethnographique qui nous permet ça, quoi. La fenêtre sur le monde. Donc là, c'est une belle fenêtre sur la Sardaigne. Oh, les paysages sont magnifiques. Mais les paysages sont absolument magnifiques. Et voilà, il y a un truc, un truc quasi limité, alors que tu sais très bien que fondamentalement tout sera limité, parce que bien entendu la chape de plomb. Pour pas faire de jeu de mots par rapport à l'histoire italienne qui va arriver plus tard, va tomber sur ce personnage principal, et le rapport entre les deux frères est absolument magnifique. Et quand il est en haut et que le petit frère commence à en chier, littéralement t'es là, tu fais oh non, c'est pas possible. Ouais, pareil, depuis le destin du troupeau, au bout d'un moment tu commences à t'attacher, enfin voilà. Non, je trouve que justement, et c'est ça le truc, c'est que c'est à la fois extrêmement dépouillé en termes d'un point de vue, on va dire, narratif, et par contre ça veut pas dire que c'est pas habité en termes c'est-à-dire que les acteurs ont pas besoin d'en faire des caisses, et d'ailleurs personne n'en fait des caisses d'ailleurs dans ce film-là. On est plutôt dans une forme de hiératisme, mais par contre un hiératisme, moi je trouve qui est extrêmement évocateur, extrêmement expressif, c'est-à-dire que l'acteur principal, moi je trouve qu'il est, enfin les deux, hein, lui et son frère, qui sont vraiment lui et un frère, qui sont vraiment là, et tu sens qu'ils se connaissent. Tu sens l'intimité. Ouais, tu sens qu'il y a des trucs et même le fait que ça soit des vrais bergers dans les gestes, ça c'est un truc qui donne du réalisme aussi, c'est que quand ils mènent un troupeau, quand ils chopent des bêtes, tu vois, tu sens que c'est des gens qui sont, c'est leur métier de faire ça. Et du coup ça donne de la crédibilité, ça donne une immense crédibilité en fait à ce film-là, tout en conservant cette espèce de stylisation que moi j'ai trouvé que c'est un très 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 beau film, quoi. Oui. Visuellement, c'est un film où il y a plein d'idées de réal et plein d'idées de montage. Encore une fois, l'occasion de donner raison à ce vieux grigou de Riccardo Freda qui disait que les meilleurs cinéastes du cinéma italien étaient ceux dont le prénom se finissait en A, Bava, Freda, Solima, et que tous ceux dont le nom finissait en I étaient en fait des gros nazes. Après c'est Riccardo, il a un peu ça sent la rancœur perso, ça. Donc Bandi à Orgo Solo de Vittorio De Seta, qui vient de ressortir dans une belle édition en DVD et Blu-ray chez Carlotta. On va rester dans les années 60, mais dans un tout autre genre. Il y a un peu de fatalité aussi. Un peu de fatalité. On se dit que mourir, c'est nul.
c'est pas normal. Attendant Godard sur Skylab, et donc c'était Infecticide avec Mourir, c'est nul, et c'est bien vrai. Ouais, joli slow. Et merci. C'est une chanson frotte bidon, comme disait mon père. Dès donc Mourir, c'est nul, il y en a quand même plus ou moins question. Donc dans le film dont nous allons parler maintenant, Echoes of the Rainbow, film sorti en 2010, réalisé par Alex Law, dont on avait parlé ici l'année dernière à l'occasion de la ressortie en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film, comme ce film-là, donc de son premier long métrage Painted Faces, très beau film qui se déroulait à la fin des années 50 et dont ce film se passe relativement, non, pas relativement, c'est pas du tout la même période, c'est genre 10 ans après, mais non, là le film se passe à la fin des années 60 où c'est une famille d'un quartier populaire du nord de Hong Kong, le quartier de Sheung Wan, donc où il y a un jeune enfant qui est fasciné par la conquête spatiale, parce que donc Armstrong va bientôt normalement poser le pied sur la Lune. En tout cas, la mission américaine Apollo 11 officiellement, bien sûr, est partie pour aller poser le pied sur la Lune. Et donc il mène sa petite vie tranquille de garçonnet de 10 ans avec ses deux parents qu'il aime, dont le père est interprété évidemment par le toujours formidable Simon Yam, et dont son grand frère est un peu la vedette athlète, pas de foot, mais athlète, on va dire, course, du collège, de course, ouais. Marathon, et pas donc, de soleil, très exactement. Et donc, film qui se déroule un petit peu comme une chronique familiale dans le Hong Kong de la fin des années 60, avec, comme dans plusieurs de ses longs métrages, de Alex Law, qui est un réalisateur très peu prolifique, je crois qu'il a fait 5 longs métrages en 30 ans, ce qui est quand même pas ouf. On peut le dire. On a bien choisi des réalisateurs de cinématographie hyper prolifiques qui, eux, n'ont pas été prolifiques. Exactement. Et où donc, il y a, comme dans Painted Faces, on va dire une vision de nostalgie biaisée d'une époque du Hong Kong des années 60 au sens large, on va dire, mais duquel il va réussir à travailler autre chose, par évidemment la question de la ville en pleine évolution, de manière de l'arrivée de la modernité et du capitalisme galopant au sein de la ville de Hong Kong, et comment est-ce que l'innocence de l'enfant ne va pas se perdre mais va évoluer au contact de ses parents et du microcosme familial et des rapports avec son grand frère, et comment est-ce qu'un peu tout ça se délite peu à peu dans un genre de charme légèrement suranné dans la vision qu'a Alex Law du Hong Kong de sa propre enfance, parce que donc c'est évidemment un film semi-autobiographique.
Monsieur Floret, vous avez eu beaucoup d'émotions devant ce film de Lex Lowe. Oui, j'ai eu de l'émotion. Alors, pareil, le film, on parlait de fatalité de la condition humaine. Là, on en est également. C'est encore un bel exemple. Je trouve que le film est intéressant. Alors, juste pour faire une petite remarque peut-être négative, c'est que le film est peut-être un peu long et que ce côté nostalgique peut devenir à force un petit peu épuisant. Voilà, de tirer un petit peu la corde nostalgico-dramatique. Voilà, ça peut devenir peut-être un peu épuisant pour le spectateur. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui va à rebours de son propre projet. C'est-à-dire que, oui, c'est un film nostalgique, c'est un film semi-autobiographique. On reste vraiment dans cette ruelle quasi de Hong Kong, où tout se passe globalement plutôt pas mal. Et pourtant, dès le début du film, il me semble que c'est intéressant parce que, en fait, Alex Lowe, dans cette imagerie, alors la photographie est magnifique, à ce niveau-là, une espèce de photographie un petit peu brumeuse là, Comme il y a un peu dans les films de Anubis, justement. Ouais, voilà. Moi, ça m'a fait penser à Dans la chaleur de la nuit, la In the Heat of the Sun, qu'on a sorti chez Spectrum également, qu'on avait chroniqué, qui est un très très beau film. On est un petit peu dans cette tonalité formelle, une tonalité formelle équivalente. Mais ici, je trouve qu'il va il veut comment dire. Il veut également la faire un pas de côté, mais dès le début du film, et ça on ne le sait pas encore, dans le sens où ce petit garçon est fasciné par la conquête spatiale, mais des fois il met un espèce de casque ou une bulle ou un aquarium géant en fait sur sa tête, et il voit du coup la réalité de manière... Très mauvaise idée, ça, parce qu'on peut rester coincé. Oui, de manière totalement biaisée, et la première fois qu'il le met, il y a une espèce de fondu au blanc qui apparaît, et on a l'impression que ce fondu au blanc est le prémisse de la catastrophe. C'est comme s'il y a eu une énorme explosion et que ce quartier-là va littéralement être détruit par cette catastrophe. Il faut préciser que ce qu'il voit, ce sont des images documentaires. Et voilà. Et en plus, et ce regard-là, donc cet regard biaisé et cette vision nostalgico-dramatique est contrebalancée du coup par cette vision de petit garçon et donc du coup par l'usage d'un matériau documentaire, des images d'archives qui sont quand même qui respirent pas quand même la joie de vivre. C'est même carrément des fois. Et une certaine misère populaire. On voit vraiment des gens pas dans les bidonvilles de Hong Kong, mais dans les quartiers très très pauvres. Et en même temps, on voit l'arrivée du capitalisme avec ce plan absolument magnifique là de gens qui comptent les billets là. C'est incroyable. Donc on voit bien où il va en venir sur le passage d'Hong Kong qui va, comme tu le disais en intro, qui va, on va dire, s'assujettir qui va devenir dans les années 80-90. Et je trouve que c'est le plan le plus... Une des capitales du capitalisme mondial. Et je trouve que c'est le côté le plus intéressant du film parce que voilà, l'aspect nostalgique pour ennuyer. Il y a un aspect mélodramatique qui est très très beau parce que très pudique, alors qu'il y a une vraie tragédie familiale qui se trame. Et la manière dont cette tragédie familiale se termine est absolument bouleversante en deux plans. Un drap qui se... une marche qui s'arrête de dos et un drap qui se soulève, et là je trouve que l'émotion a été d'autant qu'à la fin des années 2000, que ce soit dans le cinéma de Hong Kong ou dans le cinéma mondial, le mélodrame n'est clairement plus la forme qui est privilégiée. Et là on y va à fond, mais de manière pudique, de manière un petit peu retirée, donc ça c'est très beau. Mais moi je trouve que le plus intéressant c'est vraiment ce contrepoint avec ces images d'archives qui sont pas pléthores dans le film. Il y a vraiment il y a peut-être 3-4 séquences à ce niveau-là, mais je trouve que c'est un parfait, ça balance, ça équilibre bien le film qui pourrait gagner à être un petit peu raccourci à ce niveau-là, un petit peu plus resserré, mais néanmoins ça reste très chouette, ça reste encore une très belle découverte. Docteur. Oui, un film très agréable. Alors moi, je suis peut-être un peu plus réservé sur le film pour deux raisons. C'est que, alors comme souvent à Hong Kong, il y a toujours un côté que j'aime bien par ailleurs. Donc c'est une critique sans être une critique en fait, parce qu'il y a des côtés foutraques au niveau du scénario, c'est-à-dire que devient la grand-mère. Oui. Par exemple. Ou alors, on nous montre que l'immeuble dans lequel vit la famille vit au-dessus de la trajectoire des avions, en fait. Et à l'époque, l'aéroport de Hong Kong, il est dans le centre-ville, donc il passait très très bas au-dessus de la ville. Et en fait, ça n'arrive qu'une fois, en fait, dans le film. C'est-à-dire que le bruit de l'avion ne revient jamais. Alors que je me suis dit, mais j'aurais... Il y avait quand même un trafic aérien à Hong Kong. Voilà, j'aurais fait quelque chose de dramaturgique avec cette histoire d'avion, tu vois, sur le fait que les personnages s'entendent pas, par exemple. Dans Piège à Hong Kong de Tsui Hark, on le voit plusieurs fois. Donc voilà, il y a des trucs. Alors par ailleurs, il y a d'autres moments, je trouve, où ça fonctionne. Alors il y a des trucs.
je trouve qu'il y a des personnages qui fonctionnent moins bien que d'autres. C'est-à-dire que autant le couple des parents, je trouvais très bien. Voilà, et c'est en grande partie dû au jeu d'acteur de Simon Yam, et puis je sais plus comment s'appelle l'actrice. C'est qui? Mabel Chung. Voilà, qui sont très bien tous les deux. Voilà, et avec justement une gradation dans le drame qui est très bien, notamment chez la mère. Je trouve qu'il y a une espèce de personnage assez grande gueule, un peu arnaqueuse, et qui devient de plus en plus touchante. Pareil pour Simon Yam, mais Simon Yam est toujours très bien. De toute façon, la tristesse rentrée, il sait jouer ça parfaitement. Le grand frère est très bien aussi. Visiblement, c'est une star de cantopop. Enfin, ça a l'air d'être un jeune chanteur. Dès qu'il y a un jeune dans un film de Hong Kong, ça a l'air d'être un jeune chanteur que je ne connais point. C'est une vedette de la musique. Voilà, c'est une vedette de la musique, mais il est très bien. Alors, le gamin, je suis partagé un petit peu. Et à la fois, je trouve qu'il y a des moments, en fait, je l'ai trouvé super spontané dans ses réactions, et d'autres moments on est vraiment dans le gamin des films de Hong Kong où ça chouine pas mal, voilà, où ça chouine pas mal, avec un côté un peu piquesse, moi, qui est moins mon truc, quoi. Alors ceci dit, en fait c'est ça, il y a vraiment des gamins dans les films de Hong Kong, notamment les films d'aventure, méritent quand même souvent l'éclat. Ouais, souvent. Ouais. Là c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire il est à la limite de mériter des gifles. Il est à la limite de mériter des gifles, mais il y a plein de moments, je trouve, où il est très bien. Et justement, il y a à la fois il y a des scènes qui fonctionnent bien. La scène de la tempête, je trouve, fonctionne très bien. Les scènes de l'hôpital avec le frère fonctionnent très bien. Voilà, la scène avec la bague. Oui. La scène où justement là c'est très bien, je trouve. Où on nous montre dans un plan le père qui embrasse son fils, et on voit sa bague en gros plan, et quelques scènes plus tard il va à l'hôpital, il a été vendre sa bague au prêteur sur gage pour pouvoir payer une opération médicale, et sa femme s'en rend compte en lui touchant, en lui prenant la main, enfin elle se rend compte qu'il a plus sa bague, et donc voilà, et c'est très bien. Ça, moi j'aime beaucoup ça, par contre, quand c'est juste des personnages qui parlent pas, où on sent toute la douleur, toute la gravité de ce qui est en train de leur arriver. Je trouve que les parents sont formidables, la famille fonctionne bien. J'aurais aimé voir un peu plus les seconds rôles, qui je trouve donnent envie, mais sont un petit peu périphériques. Il y a un flic corrompu, il y a une scène très bien avec un flic corrompu, et il y a un truc qui est bien foutu, c'est le fait que le gamin lui se rend pas compte de ce qui se passe, et donc il y a des tas de moments où effectivement il est irritant, mais pas vraiment, en fait, parce qu'il est irritant parce que c'est un gamin, en fait, et que on a conscience de la gravité de ce que vivent ses parents, et lui n'en a pas conscience ou ne veut pas en avoir conscience, et de ce point de vue là je trouve que c'est assez bien foutu. Et puis il y a une attention, il y a certains détails qui sont un peu foutraques, puis il y a d'autres détails, je trouve, qui sont vachement bien, et notamment la scène de la salle d'école, où c'est ouvert sur l'extérieur, on entend le bruit des immeubles qui sont en train d'être construits à côté, et donc ça donne une espèce de matière sonore, en fait, au Hong Kong des années 60, le bruit des marteaux-piqueurs, je trouve, qui est assez mais tu vois, ça aurait mérité, je pense, peut-être un peu plus de travail sur la bande sonore, sur l'environnement sonore, pour faire exister ce monde-là. Bon, après, on est dans un cadre hongkongais avec une production, j'imagine, beaucoup plus raccourcie que pour un film américain équivalent. Bon, voilà, donc c'est tout à fait pardonnable, et je trouve que notamment il y a des effets de montage. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de stylisation quand même de l'image. Moi, je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal. Après, voilà, la petite copine, je n'ai pas été très convaincu par la petite copine. Je trouve que l'actrice est un petit peu terne. Voilà, même si, et là aussi il y a peut-être un peu trop, en fait, c'est-à-dire qu'il veut peut-être brasser un peu trop large, en fait, dans son film, c'est-à-dire parler des classes sociales et parler de la corruption et parler de la mort et parler de la maladie. Il y a des scènes odieuses à l'hôpital où tu es obligé de graisser la patte des infirmières pour avoir le droit à une prise de sang, tu vois, et je trouve que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a dès que ça commence, et c'est ça que je trouve qui est l'avantage du film, c'est qui tourne à l'avantage du film au final, c'est que quand tu dis oh là ça devient un peu moins bien, il y a toujours une scène juste après, en fait, où tu dis ah là ça redevient bien. Donc en fait, malgré que le film soit peut-être un peu long, peut-être un peu inégal, au final c'est plutôt le verre à moitié plein, en tout cas moi qui l'ai remporté. Je veux dire que je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir, et voilà, les petites critiques que je peux avoir finalement, c'est ça, voilà, qui m'empêche de dire c'est vraiment un bon film, mais ça reste un film tout à fait regardable et tout à fait conseillable. Exactement, donc Echoes of the Rainbow de Alex Lowe, qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray dans une édition avec des entretiens avec quasiment tous les comédiens principaux et avec making of, donc chez Spectrum Film. Nous parlions d'environnement sonore et de maison. Eh bien, il y en est question dans le nouveau film de Bruno Podalides, Waouh, qui est sorti en salle donc mercredi dernier. Projet tourné un peu vite de Bruno Podalides, qui avait un autre film sur le feu que finalement il est en train de tourner en ce moment même.
Et que donc il a pas improvisé, parce qu'il a ressorti un peu un vieux projet de film qu'il avait et qu'il a tourné relativement rapidement, en 4 semaines, ce qui est quand même pas rien, où donc il continue son... Il est avec sa troupe habituelle, de toute façon. Enfin, voilà, en partie, mais pas tout le monde, parce que justement du fait que le tournage était un peu précipité, il n'y a pas certains des habituels, il n'y a pas Michel Villermoz, il n'y a pas Jean-Noël Brotet par exemple, mais ils seront dans le prochain, il y a encore rassurez-vous. Il y a son frère qui est là, il en ramène des nouveaux, il ramène Eddie Mitchell. C'est notre Wes Anderson à nous. C'est que ça, ouais, mais en différent quand même. Mais qui est quand même un des rares tenants de l'humour yvelinois. Hein, donc, parce que donc, Bruno Podalides étant né à Versailles, il a tourné beaucoup de films donc, dans son département et sa ville d'origine, notamment sa trilogie Versailles Rive droite, Rive gauche et Versailles Chantier. Donc, il fait ce genre de comédie, un sous-genre particulier qui serait la comédie MK2. Qui, comme ça, peut paraître un peu négatif, mais qui, moi, je trouve c'est plutôt bien écrit, absolument charmante, qui sont des films qui sont toujours extrêmement bien écrits, ou dans ce... Et bien joués. Oui, toujours. Dans ce film-là, ou comme dans les autres, sous le couvert de la comédie, il y a toujours un peu en filigrane la même thématique qui passe, qui est comment trouver sa place dans le monde contemporain, que ce soit dans Liberté ou les ronds, dans Comme un avion ou dans celui-là. Donc, film qui pourrait intéresser Thibaut, qui adore regarder Recherche appartement maison avec Stéphane Plaza, où on parle de belle hauteur sous plafond, de beaux volumes, voilà, le charme de l'ancien, l'intérêt du moderne, la loi Carrez. Donc, film sur 2 agents immobilier, donc Bruno Podalides qui fait visiter une vieille maison tenue par un couple d'acariâtres, donc Eddie Mitchell et puis Sabine Azema, et Karine Viard qui fait... Très bien de reconstituer le couple du bonheur et dans le pré, ça marchait très bien. Et Karine Viard qui fait visiter un T2 moderne à toute une palanquée de personnages, donc sous le couvert de petites scénettes comme ça, avec plein de personnages qui vont intervenir. Voilà, ça, pour une scène ou deux, il y aura quand même le fil rouge à la fois du lieu et de certains personnages récurrents, donc notamment celui du personnage de Mitchell et de Sabine Azema. Et donc sous ce même couvert de faire de la comédie avec des petites scénettes, avec des personnages truculents, avec des situation ubuesque, on va dire. Il y aura encore le même vernis qu'essaye d'égratiner Bruno Podalides dans ses films sur justement la question de la place des personnes dans un monde moderne qui ne laisse finalement plus de place à aucune expression individuelle et collective, justement, et comment est-ce qu'il essaye de retravailler ça avec des personnages qui ne sont pas ou ne sont plus du tout à la place qu'on leur a attribué, justement. Et donc je trouve qu'il même avec ce film qui est un peu mineur finalement dans sa filmographie, je trouve, comparé à ses grands films, notamment Liberté Oléron ou Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé, je trouve qu'il continue à travailler en demi-teinte avec toujours un talent d'écriture absolument incroyable. C'est pour ça que j'adore quand Bruno Podalides se met en scène dans ses propres films, parce que je trouve que c'est un acteur absolument merveilleux et que là-dedans il se taille pour le coup une place de choix dans le rôle d'un agent immobilier qui ne connaît pas trop ses biens, ce qui donne évidemment des ressorts de comédie qui fonctionnent admirablement bien. Donc c'est Waouh de Bruno Podalides, sorti en salle. Pour une fois, une bonne comédie française. Exactement, sorti en salle. Ne boudons pas notre plaisir. Exactement, restons sur les valeurs sûres. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurés, alors vous êtes rock'n'roll cette semaine? Oui, un petit peu de musique avec un groupe découvert vendredi soir en ta compagnie, cher Thomas, lors du festival René Despichicailles, Pipe à la Pop au Jardin Moderne. Au Jardin Moderne, 2e édition. Et donc c'est le groupe anglais, parce qu'il y a un bel accent et il y a un style totalement anglais, de post très très punk, Italia 90 ou Italia 90, comme on dit chez nous. Groupe qui envoie la sauce sur scène, chanteur hyper charismatique avec un accent cockney dégueulasse. Oui. Et rien compris entre les chansons. Et des petites envolées expérimentales qui sont pas mal du tout. Donc plutôt une belle claque. Belle découverte. Voilà, et un petit bisou aux membres de l'association des Pichicailles et bravo pour votre travail. Exactement, docteur. Alors moi, série. Ça sera une série, oui, ça serait une série, une des rares séries que j'ai regardées ces derniers temps.
Série qui a l'avantage d'être en une seule saison. C'est une série italienne de 2015 qui s'appelle 1992 et qui donc suit sur la durée d'une année, de l'année 1992, comme son titre l'indique, la destinée de plusieurs personnages qui se croisent et notamment qui se croisent au sein de deux, on va dire, enfin d'un événement et puis d'un pré-événement, qui sont d'une part l'opération Main propre qui a mis fin au règne de la démocratie chrétienne, voilà, donc sur le paysage politique italien, donc mené par le juge Di Pietro. Et puis sinon, l'ascension, en tout cas la transformation, la mue progressive de Silvio Berlusconi de publicitaire à homme politique, qui n'est pas encore acté à ce moment-là, mais qui est déjà en gestation. Cette vieille merde qui vient de nous quitter d'ailleurs, voilà, c'est dommage. Qui vient de nous quitter, donc il y a donc le film sort en 2015, hein, donc il y a aussi évidemment tout un effet miroir avec ce que le Cavaliere va devenir par la suite, c'est-à-dire cette grosse merde bouffie tirée à quatre épingles, tirée de partout. Voilà, qui va se comporter de manière assez honteuse, voire franchement honteuse, notamment lors du tremblement de terre de l'Aquila. Et là, je vous renvoie évidemment au documentaire Dracula, qui est un des documentaires les plus non, mais c'est pas vrai que je connaisse au monde. Voilà. Et voilà. Donc série qui est pas parfaite, mais série qui se regarde et avec des super acteurs. Très bien, merci. Alors moi, ce sera un film de Cameron Crowe de 1991, marketé Thibaut Fleuret par tous les ports de sa pellicule et de sa bande son. Donc son deuxième long métrage, Seattle, début des années 90, des gens qui se cherchent, qui s'aiment, qui se demandent ce qu'ils vont faire, avec en musique et en comédien les membres de Pearl Jam ou bien de Mudhoney. Donc ça sent le Thibaut Fleuret partout dans tous les sens. C'est beau, c'est triste, c'est romantique, et la bande son, c'est la bande son de Seattle. T'as pas dit le titre du film? Singles. Voilà. Donc voilà, et ça pue la joie aussi. Ah, mais c'est bien, c'est du Cameron Crowe, comme il le refera par la suite, de versions, je trouve, encore plus glorieuses. Mais et on se disait justement que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas tourné. Il n'a pas tourné depuis 2014, Cameron Crowe. D'accord. Il a fait des trucs à la télé, non? Il a fait une série en 2016, Rodies, et puis après, plus rien. Revient à Cameron. Revient un peu nous enchanter. Ah oui. Donc voilà, sa naïveté nous manque. Cette fausse naïveté. Sa fausse naïveté. Exactement. C'était très beau. Donc Singles. Merci messieurs, merci Valentin à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de cinéma de quartier et de polar Ritalo. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.